Il fut fondateur et animateur du Rassemblement des jardins naturels de la ville de Québec, membre du Conseil régional de santé de Toronto, administrateur à l'Association des travailleurs et travailleuses sociales de l'Ontario, administrateur du RIFSO, entendez par là le regroupement des intervenants en santé et services sociaux de l'Ontario, président du conseil du comité consultatif francophone de Toronto, Volunteer Center, membre fondateur et président du comité du réseau des intervenants francophones de Toronto, membre des comités de levée de fonds et de reconnaissance des grands donateurs des centres d'accueil et héritage, membre représentant francophone du comité consultatif ontarien de lutte contre le VIH-Sida, membre de l'exécutif du comité français de la ville de Toronto, membre du conseil d'administration et différents comités de la coopérative radiophonique de Toronto, fondateur et président du conseil d'administration de Franco-Queer à son temps, fondateur et président du conseil d'administration de l'Action Positive VIH-Sida, membre du conseil d'administration et de l'exécutif de l'entité 2 de planification des services de santé en français des régions de Waterloo, Wellington, Hamilton, Niagara, Hamilton, Brent, président du conseil de l'administration de la Fédération des aînés francophones de l'Ontario aujourd'hui. Recevons aujourd'hui Jean-Luc Boutin, puis-je le dire, un des chefs de file dans la communauté francophone en Ontario. Bonjour et bienvenue dans Regard, je suis Armand Liguet. Bonjour Monsieur Jean-Roch, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Herman, ça me fait plaisir. C'est un honneur pour nous en tout cas. D'accord, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet, l'objet même de notre entrevue. D'accord. Vous êtes né au Québec, dans la région de Beauce, où vous avez travaillé dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, vous êtes installé en Ontario. Depuis quand et pourquoi ce choix? En fait, je suis venu en Ontario en 1992. Je venais déjà en vacances à Toronto parce que je trouvais que Toronto était une très belle ville nord-américaine, moderne, propre, en développement. Et comme j'avais vécu aux États-Unis il y a quelques années au précédent, c'était un rêve qui se réalisait pour moi que de venir travailler à Toronto, surtout que je travaillais en milieu francophone auprès des aînés qui étaient ma profession, ayant eu une maîtrise en travail social, diplômé en gérontologie de l'Université Laval et travaillé au Québec dans les CLSC pendant quelques années. Pour moi, venir en Ontario, travailler en français avec les aînés, c'était vraiment un rêve qui se réalisait. Okay. Et c'est depuis quelle année que vous avez commencé à travailler avec les aînés? Depuis que vous êtes en Ontario? Non, je travaillais déjà avec les aînés avant, au Québec, dans la ville de Québec. J'ai été diplômé en 1985 en gérontologie. J'avais 5 ans. Pardon? J'avais 5 ans. Vous aviez 5 ans? Oui, alors moi j'en avais déjà beaucoup plus. Effectivement, oui. Alors c'était pour moi, comme je disais, donc un rêve réalisé que de venir m'installer à Toronto, où j'avais déjà quelques amis. Je connaissais personne, mais assez rapidement, je me suis intégré à la communauté francophone et anglophone parce que vie culturelle et bilingue, donc on peut s'insérer à la fois du côté francophone ou anglophone. Alors, j'avais aussi, pour moi, c'était une décision de venir m'installer en Ontario, mais que j'allais continuer de vivre en français, que j'allais continuer de consommer Radio-Canada, les médias francophones, les journaux, la télévision, où, je vis depuis toujours, depuis 1992, au moins 70 à 80% de mon temps en français. Je fais des choix culturels pour supporter la communauté francophone. Je participe comme acteur, comme promoteur, comme instigateur parfois, mais aussi beaucoup comme collaborateur avec les organismes déjà en place. Et quand les organismes ne sont pas en place, je prends l'initiative, comme on pourrait le voir, comme vous l'avez mentionné dans l'introduction, en tant que membre de la communauté LGBT, je n'ai pas attendu que d'autres organismes
organise les services pour la communauté LGBT francophone. Nous sommes allés de l'avant avec un groupe d'amis, un groupe de leaders de la communauté LGBT pour mettre en place un service qui était franco-queer. Et par la suite, encore une fois, compte tenu qu'il y avait peu de services directement dédiés aux personnes qui vivent avec le VIH, j'ai aussi avec d'autres pris l'initiative de créer de toutes pièces une organisation qui va célébrer dans quelques semaines son 10e anniversaire. Ça m'a pris plusieurs minutes pour lire ne serait-ce que votre CV. Et donc, on peut dire que vous avez une expérience bien remplie. De par vos applications communautaires, sans parler de vos expériences professionnelles. C'est quoi vos motivations? Quel est votre secret, vos motivations pour être aussi, je veux dire, au four et au moulin? Ben, qu'est-ce qui me motive principalement, c'est que je pense qu'on doit redonner aux suivants. On doit s'impliquer dans notre communauté, dans notre monde, pour en faire un monde meilleur. Comme travailleur social, on nous enseigne que nous sommes des agents de changement. Oui. Donc, et que le changement, c'est ce qui est la continuité. Et il faut s'adapter au changement. Donc, c'est un mélange à la fois de mes passions, de mes qualités humaines de base, ainsi que la formation que j'ai reçue en théologie ou en service social, qui m'ont modelé, qui m'ont incité à redonner à ma communauté, à m'impliquer bénévolement, à donner mon 110% professionnellement et aussi à me dédier à des causes qui me sont chères, qui me touchent de près. Et la communauté LGBT, la communauté des personnes qui vivent avec le VIH et les aînés sont trois groupes identitaires, trois groupes communautaires qui m'interpellent profondément. Qui méritent véritablement qu'on accorde assez d'attention et assez d'intérêt à leur cause, bien évidemment. Vous êtes aussi, à la lecture de votre parcours, à l'initiative de beaucoup d'organismes. D'aucuns penseront, ou bien pourraient penser que vous êtes un activiste. Que pourrez-vous répondre à ça? Bon, en quelque sorte, le terme activiste ne me fait pas peur. J'aime plutôt me qualifier de bénévole engagé. Je suis une personne de communauté. Je suis une personne qui aime s'impliquer, qui aime aider, soit collectivement ou individuellement. J'ai aidé beaucoup de monde dans ma vie. Je continue d'en aider. Et je crois qu'en créant des organismes, en créant des services, en développant des services au sein de certains organismes, va nous permettre de vivre mieux et de s'épanouir dignement. Ok. Vous êtes maintenant à la retraite? Oui, je suis à la retraite depuis 2 ans. Ok, nous avons connu l'affaire d'Elisabeth Wetlaufer, c'est bien cela. Aujourd'hui, quel est votre avis sur la situation sanitaire des aînés francophones? Oui, les aînés francophones, les aînés en général vont bien, ont une bonne qualité de vie, sont indépendants très longtemps, et la plupart vont mourir en santé, si on peut dire. Mais il existe des vulnérabilités. Il existe des gens, à cause des problèmes de santé, physique ou mentale, des problèmes qu'ils ont accumulés au fil des ans. Parfois, c'est une question d'éducation, parfois, c'est une question de personnalité. Donc, les gens qui sont vulnérables ont besoin d'être bien entourés de bonnes personnes qui les aiment et qui veulent en prendre soin. Ça, c'est absolument essentiel que les gens qui veulent travailler avec les aînés s'appuient sur des valeurs personnelles très solides qui vont faire en sorte que ça va déteindre, ça va colorer leur action professionnelle dans le cadre des services qu'ils ont à rendre auprès des aînés. Mais ça, c'est absolument important. Et la justice a fait son chemin dans ce cas-là. Comment dirais-je? C'est important que ce soit public, tout ça, que tout ça soit maintenant réglé
et qu'on puisse dire que les organismes qui s'occupent des personnes âgées s'en occupent avec diligence, avec prudence, en faisant leur travail pour bien sélectionner leurs employés et surtout bien les former pour qu'ils soient capables de donner le service de qualité auquel on est en droit de s'attendre pour nos parents, pour nos amis, pour nous-mêmes peut-être dans le futur. Alors, je vais rebondir pour vous demander, c'est quoi les défis réels auxquels sont confrontés cette classe d'âge? Ben, c'est la santé et le défi primordial. La santé et l'accès à des soins, à des services pour qu'ils puissent rester chez eux le plus longtemps possible. On n'est jamais mieux que chez soi. Et on veut rester chez soi dans notre milieu naturel le plus longtemps possible et jusqu'à la fin, espérons-le. Malheureusement, les services ne sont pas toujours à la hauteur, que ce soit les services d'aide à domicile, même si nos familles ou nos amis sont proches, nous aident un peu, on ne peut que compter sur l'ensemble des services publics qui doivent être là généreusement pour offrir les services là où les personnes se trouvent au moment où elles en ont besoin. Si elles peuvent rester à la maison, c'est tant mieux. Si elles doivent aller en institution, maison de retraite ou maison de soins de longue durée, à ce moment-là, la qualité des services et la quantité des services doit être au rendez-vous. Les personnes âgées, on le voit trop souvent, souffrent dans certaines de nos institutions par manque d'espace privé, manque d'intimité, manque d'attention parce que le personnel est surchargé, ils ont trop de personnes à s'occuper à la fois. Pourquoi? Parce que c'est vrai, ça coûte cher, c'est important, mais les personnes âgées doivent être capables de compter sur des services de qualité qui vont leur permettre de vieillir dignement jusqu'à la fin. Vos propositions pour pouvoir les adresser éventuellement? Ben, c'est important que les gouvernements mettent en place les institutions nécessaires partout sur le territoire, que ce soit les centres de jour, que ce soit les services de répit pour les aidants naturels, que ce soit les services d'aide à domicile pour l'entretien ménager, l'aide aux soins personnels, la préparation de repas ou les courses, qu'il y ait des services de transport qui vont venir chercher les gens chez eux, les apporter dans un centre de jour où il y aura de la stimulation physique et intellectuelle. Il y aura de la socialisation avec d'autres personnes âgées qui seront là avec des animateurs pour les guider à travers des exercices physiques ou des exercices de mémoire. Et qu'il y aura aussi des programmes et des institutions comme des appartements supervisés, que ce soit des maisons de retraite à bon marché, que ce soit des appartements subventionnés, que ce soit des maisons de soins de longue durée où les gens vivent dans une chambre privée, qu'ils ont accès à des services, le nombre d'heures nécessaires à leur situation, parce que chacun est différent, vieillit avec des problèmes de santé physique ou mentale différents, et donc il faut que les intervenants soient bien capables, bien formés, et qu'ils aient le temps de s'occuper de ces personnes-là, en leur offrant la meilleure qualité possible de service. Vous occupez aujourd'hui la présidence du conseil d'administration de la Farfo. D'accord? Quels sont vos rapports avec les autres organismes francophones, comme le Centre d'accueil héritage, le Cercle de l'amitié, qui s'occupent aussi des aînés? Oui, la Fédération des aînés et retraités francophones de l'Ontario, la Farfo, regroupe une cinquantaine de centres, de clubs de l'âge d'or, de services de centres de vie active, de clubs et d'autres organismes comme le Centre d'accueil héritage ou le Cercle de l'amitié. Nous avons la maison Pauline Charon à Ottawa. Tous les organismes et tous les clubs ne sont pas membres de la Farfo, mais nous regroupons actuellement une cinquantaine de clubs et centres qui, eux, à leur tour, regroupent environ 10 000, un peu plus de 10 000 personnes âgées en Ontario. Donc,
des centres partout dans le sud. La Farfo est divisée en régions, en 5 régions, le Nord, le Grand Nord, l'Ottawa, l'Est et la région du Sud-Ouest. Nous avons aussi l'association des membres individuels qui est à l'intérieur de la Farfo, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas ou n'ont pas de centre disponible près de chez eux, mais veulent quand même soutenir la cause des aînés et participer à la vie de la fédération. Donc, ils deviennent membres individuels. Tout ce monde-là on regroupe un peu plus de 10 000 personnes en Ontario. Et quand on sait qu'il existe, selon Statistique Canada, 250 000 francophones âgés de 50 ans et plus en Ontario, c'est qu'il y a beaucoup de potentiel à élargir notre adhésion, notre membriété, comme on dit. Donc, c'est important que la Farfo, qui existe depuis 40 ans, est bien implantée dans les régions, partout, ou à travers les centres, les clubs d'âge d'or et autres, continue de travailler pour regrouper ceux qui n'en font pas partie. Et ça, c'est un processus qui évolue d'année en année. Certains clubs laissent parce que le nombre de membres est trop diminué, n'ont pas le moyen de payer leurs cotisations ou ont d'autres priorités, et d'autres centres se regroupent à nous et adhèrent. Donc ça fluctue un peu d'année en année, et le nombre de membres individuels aussi fluctue d'année en année. Ce qui est important de savoir, c'est que la Farfo existe parce qu'il y a des personnes aînées et retraitées francophones qui ont droit et qui ont droit à des services, qui ont droit de revendiquer et d'avoir accès à des services de qualité dans leur langue partout en Ontario, et aussi le droit de vieillir et de vivre dignement, et finalement de s'épanouir et de se faire entendre auprès des décideurs. La Farfo existe et nous sommes une des seules organisations provinciales qui regroupe des organismes exclusivement francophones. Okay. Il n'en existe pas d'autres. Il y a des organismes bilingues, mais francophones dédiés, nous sommes les seuls. Donc, nous sommes, pour ça que notre mission, notre vision, c'est d'être la voix des aînés de 50 ans et plus en Ontario. Et je dois dire qu'on y succède, on y rencontre des succès, parce que de plus en plus, et c'est pas d'aujourd'hui, depuis assez longtemps, la Farfo est reconnue par les instances gouvernementales, fédérales, provinciales ou municipales, comme un organisme porte-parole, comme un organisme crédible, qui est consulté et qui est écouté. On rencontre régulièrement les sous-ministres, des ministères concernés. Communauté ethnoculturelle. Dans les aînés, j'ai eu à poser 2 ou 3 petites questions à des aînés qui sont un peu loin, je peux dire, de la Farfo, des différents clubs des aînés. Je ne généralise pas, mais il y a certains quand même qui sont un peu loin, à quelques degrés près, de toutes ces différentes organisations. Est-ce qu'il n'y a pas... que faut-il faire pour pouvoir... C'est vrai qu'on peut parler de choc culturel, mais à partir de l'instant où ils sont les aînés, je pense qu'il serait bon pour eux aussi d'intégrer ce qui existe déjà, afin de leur permettre eux aussi de vieillir pleinement. Qu'est-ce que la Farfo entend mener pour leur amener... Oui, la Farfo s'emploie diligemment à approcher, à aller chercher des aînés de la communauté ethnoculturelle. Nous sommes en relation avec des leaders de la communauté, comme M. Marcel Mukuta, qui est représentant des aînés des communautés MREF à la FO. Nous sommes en contact avec le Club des aînés noirs de l'Ontario. Marlène Tellus-Rémy était avec nous dans une table ronde au cours du printemps dernier sur la maltraitance des aînés. Nous travaillons d'arrache-pied pour essayer d'attirer mais c'est toujours une question de financement, on le sait. Le nerf de la guerre, c'est les fonds, et et je crois que nous aurons une bonne nouvelle à annoncer très bientôt dans ce sens-là, et que nous pourrons resserrer les liens
auprès de la communauté des nouveaux arrivants et des communautés ethnoculturelles francophones de l'Ontario. C'est une très bonne nouvelle. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le documentaire 70 ans et au placard, dont vous êtes un acteur clé, qui met en relief les difficultés auxquelles font face les francophones LGBT de la province en tant qu'aînés. Parlez-nous un peu de cette situation, de ce documentaire, de la situation aujourd'hui. Oui, le programme, le film documentaire 70 ans au placard qui a été diffusé nationalement sur Radio-Canada il y a quelques années déjà, est un projet d'envergure avec la maison de production médiatique qui le fait pour Radio-Canada. Et quand la productrice, Mme Callot, m'a approché, évidemment, j'ai tout de suite vu l'importance parce que ce n'est pas seulement dans la communauté francophone que c'est une réalité difficile que de vieillir en tant qu'homme gay ou femme lesbienne ou trans ou bisexuel. C'est difficile dans toutes les communautés LGBT, qu'elles soient anglophones ou autres, francophones. Il y a une absence, quand on regarde dans les maisons de soins, quand on regarde les programmes destinés aux aînés qui existent, très peu reconnaissent qu'ils ont même en leur sein des personnes LGBT. Donc c'est pour dire comment les gens qui ont été qu'ils ont sorti du placard au cours de leur vie, qui ont été parfois des activistes, disparaissent lorsqu'ils deviennent aînés, qu'ils commencent à avoir besoin de services qui sont fournis par des institutions. Plusieurs font un effort, de plus en plus, sous les pressions de la communauté. Il y a eu des études importantes qui ont été faites sur le sujet, des études internationales, mais des études canadiennes, qui ont montré les lacunes que la communauté LGBT doit souvent retourner, les individus doivent retourner au placard de peur d'être mal desservis, de subir du prosélytisme de la part des employés qui viennent dans leur intimité, qui viennent dans leur appartement, dans leur maison, les aider à faire différentes tâches, mais on a entendu des histoires d'horreur où certains décrochaient même les cadres sur les murs pour éviter d'attirer l'attention, pour ne pas être susceptible d'avoir une moins bonne qualité de service. Enfin, c'est une crainte et les gens ont subi beaucoup de discrimination. Ceux qui sont très âgés maintenant ont passé à travers toute une panoplie de problèmes pendant toute leur vie. Souvent, ils ont été cachés, ils ont mené une double vie et ils veulent continuer d'être cachés, ils ne veulent pas le révéler. D'autres ont été des activistes, ont été engagés, se sont mariés avec un conjoint du même sexe et ont fait leur coming out. Et là, en arrivant parce qu'ils ont besoin de rentrer dans une maison de soins de longue durée, ils ont peur. Ils ont très peur et ça motive beaucoup de monde à disparaître, à devenir un peu anonyme. Okay. Mais il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de programmes. Un excellent programme qui a été fait au Québec qui s'appelle « Pour que vieillir soit gay » est un modèle à suivre que nous essayons d'implanter. Évidemment, dans la communauté francophone de l'Ontario, la communauté LGBT commence à s'exprimer. Franco-Queer était la première organisation francophone dédiée exclusivement aux LGBT. Il y a eu quelques initiatives depuis qui fleurissent un peu partout en province, que ce soit à Sudbury, que ce soit dans le nord ou dans la région d'Ottawa, dans les grands centres. Il y a de plus en plus de fierté gay, il y a de plus en plus d'organismes, de petits organismes qui se mettent en place pour socialiser, pour créer des opportunités de rencontres. Ce qui va faire en sorte que, et il existe aussi en anglais beaucoup de ressources, beaucoup plus d'ailleurs, comme les réseaux de la fierté, le Pride Network, qui couvre un peu partout à travers la province, qui vraiment fait des pressions pour que les maisons de soins de longue durée, pour que les programmes, les pourvoyeurs de services soient de plus en plus inclusifs.
qu'ils donnent à leur personnel la formation nécessaire pour bien comprendre les besoins de cette clientèle qui a des besoins spécifiques, comme je le disais tout à l'heure, du fait qu'ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'enfants, souvent pas de conjoint. Ils ont rompu les liens il y a longtemps avec l'ensemble de leur famille dans certains cas, et ça crée des problématiques et des dynamiques très différentes de monsieur et madame tout le monde. Et il faut que nos organismes se sensibilisent et qu'ils deviennent moins hétérocentriques. Et faire plus de place, faire plus d'ouverture pour que les gens de la communauté LGBT se sentent à l'aise. Et dans certains cas, ça peut vouloir dire de créer des groupes parallèles, temporairement ou à plus long terme, pour que ces gens se retrouvent et soient capables de s'entraider, de former une communauté et de s'intégrer éventuellement à l'ensemble de la communauté, de la résidence ou du programme. C'est bien dit. Nous sommes à l'orée des élections fédérales. Quel est votre regard là-dessus? Bon, j'espère qu'on va se centrer là, sur les grandes priorités de la communauté. On le sait, l'éducation, les soins de santé, l'environnement, l'économie. L'économie va bien grâce à nos gouvernements en place depuis quelques années. De ce côté-là, on peut dire qu'on veut que ça continue d'aller bien. On veut que les politiques qui soient mis de l'avant soient plus favorables à la classe moyenne, aux familles, qui se débrouillent assez bien. On voit de plus en plus de grosses voitures, de grandes maisons. Tout le monde a des aspirations, mais les gouvernements doivent s'intéresser aux plus vulnérables. Il faut éviter de faire des coupures dans les services, parce qu'on sait que très bien, quand on fait des coupures de services, ce sont les plus vulnérables qui en souffrent. Quand il y a 10 intervenants de moins dans une institution, ceux qui sont plus fragiles, souvent, restent plus en arrière, sont un peu, parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper de tout le monde. Moi, je dis, les politiciens de tout acabit, il faut qu'ils s'intéressent aux plus vulnérables et qu'ils donnent des services, qu'ils mettent des fonds, qu'ils évitent de couper. Je pense, j'entendais hier, à Tout le monde en parle, que les gens ne sont pas, comment dirais-je, contre le fait de payer des taxes. Les gouvernements, les candidats s'évertuent à vouloir couper les taxes des gens, mais on sait très bien quand on ne paye pas de taxes, on n'a pas de services. Oui. Alors, si on veut des services, et nous avons au Canada la chance d'avoir mis en place il y a très longtemps des programmes de santé universels, il faut continuer de les entretenir, mais il faut surtout les développer en développant des programmes de médicaments gratuits, des programmes de dentisterie gratuite, etc. Donc, c'est important que les personnes âgées votent et qu'elles votent pour les meilleurs candidats qui vont prendre à cœur leurs intérêts, qui vont faire en sorte que les personnes âgées vont sortir de la pauvreté, parce qu'on le sait, et dans le recueil du livre blanc qu'on a fait, on a vu que les personnes âgées francophones, comparativement aux anglophones en Ontario, sont plus malades, moins éduquées et moins riches. Alors donc, on a du pain sur la planche et il ne faut pas se gêner d'interpeller les candidats dans nos comtés respectifs pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont s'intéresser aux besoins de notre communauté, de notre population. Regard pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci Jean-Roch. Je pourrais dire comme mot de fin que paix et peu est la devise du sage. Merci, restez connectés.